Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 13 septembre, voici les titres de votre journal. La mobilisation continue autour de l'avenir du campus de Grignon. On connaît aujourd'hui le nom de l'acquéreur. Il s'agit du promoteur immobilier français Altarea. Samedi, 400 personnes se sont rassemblées devant le site d'AgroParisTech contre ce projet immobilier. Et la vente en circuit court séduit de plus en plus les producteurs et les consommateurs. Des exemples dans ce journal de la ferme de la Tremblay située à la Boissière-École et du marché itinérant de producteurs locaux en Ile-de-France, Paris Fermier. Nous en parlerons avec Bruno Pelletier, président de l'association. Et le campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence ouvrira ses portes à la mi-octobre. Il prendra place aux grandes écuries du château de Versailles. Objectif, valoriser et former les étudiants au savoir-faire français. Et puis cet accident qui s'est produit dimanche soir, un avion de tourisme s'est écrasé à Autouillé près de Thoiry. C'était aux environs de 19h. 2 personnes étaient à bord, elles n'ont pas survécu au crash. Selon nos confrères du Parisien, l'événement a mobilisé une vingtaine de pompiers. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. Et je vous le disais en titre, la mobilisation continue autour du campus de Grignon. Après la désignation dans le courant de l'été par l'état du repreneur, les associations étudiants, anciens étudiants et élus locaux se sont à nouveau rassemblés contre ce projet immobilier. Mélanie Poquet était sur place. Chants, pancartes et discours, les opposants sont toujours décidés à faire bloc contre le futur du campus de Grignon destiné à devenir un projet immobilier. On n'arrive toujours pas à se faire entendre. On a écrit au ministère concerné, au ministère des Finances, au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Environnement et nous n'avons toujours pas de réponse. On avait constaté une illégalité dans la procédure de vente et que donc on allait déposer un recours au tribunal administratif. Le nom de l'acquéreur a été révélé cet été par l'État, Altera, un promoteur immobilier français spécialisé dans le secteur du logement, des bureaux et du commerce. Une décision qui a fédéré de nombreux élus du territoire dans le camp des opposants. À de maintes reprises, nous avons alerté les ministres concernés, le gouvernement, du fait que ce projet ne pouvait pas être mené ni sans les élus, ni sans le monde agricole. J'ai rencontré Julien de Normandie sur plein de sujets cette semaine, qui m'a dit qu'il était en train de me répondre. Je crains que ce soit un peu tard. A noter aussi la présence de Yannick Jadot et de Delphine Batteau, députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'écologie. J'ai signé de nombreux courriers avec les autres élus. J'ai soutenu les étudiants qui avaient bloqué l'école. Et la décision qu'a pris le ministre de l'Agriculture, parce que c'est lui, est absolument scandaleuse. On est dans un moment où on est confronté au plus grand défi de l'histoire de l'humanité. On peut encore l'empêcher puisque c'est pas signé. Près de 400 personnes ont été dénombrées par les forces de l'ordre. Une lettre a été envoyée aux différents ministres le 30 août dernier. Ils ont 2 mois pour leur répondre. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, s'est rendue ce lundi matin à Bonnières-sur-Seine dans l'entreprise Skytech. Objectif, annoncer la nouvelle stratégie pour la recyclabilité, le recyclage et l'incorporation de matériaux recyclés du programme d'investissement d'avenir. Un programme qui finance des projets innovants. Elle a d'ailleurs annoncé de nouveaux investissements. Célia Gatsongo a suivi la conférence de presse. Je suis heureuse de vous annoncer que le gouvernement va engager 370 millions d'euros de nouveaux fonds PIA pour cette stratégie et c'est un effort sans précédent. Cette stratégie, elle porte sur 5 matériaux que nous utilisons au quotidien, les plastiques, les matériaux composites, les textiles, les matériaux stratégiques et les papiers et cartons. Cette stratégie inédite doit nous permettre tout d'abord de développer le recyclage des matériaux stratégiques, ceux dont la transition écologique a besoin. Et notre ambition, c'est de disposer d'ici 2030 des capacités industrielles pour recycler 100% des batteries de véhicules électriques arrivant en fin de vie en France. Du producteur au consommateur, la vente en circuit court fait désormais partie des pratiques adoptées par de plus en plus d'agriculteurs et de consommateurs. Bruno Pelletier, vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Paris Fermier. On reviendra avec vous dans un instant sur ce mode de distribution et le fonctionnement bien sûr de l'association. Juste avant, je vous propose de découvrir cet exemple avec la ferme de la Tremblay, donc à la Boissière-École. Cette ferme propose des fromages, des yaourts fabriqués et vendus directement sur place. Le reportage d'Antoine Durand et Célia Gatsongo.
150 vaches et 350 chèvres, la ferme de la Tremblay, située à la Boissière-École, élève ses bêtes depuis 1967. L'ensemble des étapes de production s'effectue directement sur place. La ferme fabrique ses propres fromages et yaourts à partir du lait de ses animaux et dispose d'une boutique pour vendre ses produits. Elle a également d'autres modes de distribution. On travaille sur une clientèle locale de magasins en circuit court, des magasins de producteurs. On travaille également auprès des grandes surfaces, mais uniquement en Île-de-France et toujours dans ce même esprit de circuit court et de circuit local. Le circuit court fait donc recette. La ferme de la Tremblay participe également au salon de Paris Fermier depuis 2018, un marché de producteurs itinérants pour toucher une plus grande clientèle. Effectivement, c'est un moyen de communication à travers une association qui existe depuis assez longtemps, mais c'est également le moyen de présenter nos produits à des consommateurs directs et non plus en passant par des intermédiaires. Et le week-end prochain, le 17, 18 et 19 septembre, le site agricole accueillera une trentaine d'exposants pour Paris Fermier. C'est vraiment dans nos murs, on en profite pour ouvrir nos portes au public, parce que nous ne sommes pas ouverts toute l'année au public. Il y a juste un petit espace qui est dédié à une boutique de la ferme. Selon l'Institut de sondage Kantar, en 2020, 64% des Français ont consommé des produits issus des circuits courts au moins une fois par mois. On le disait, la vente en circuit court est donc un mode de consommation qui séduit de plus en plus. Si vous venez de nous rejoindre, Bruno Pelletier est avec nous ce soir, le président de Paris Fermier. Alors vous avez entendu ces chiffres, Bruno Pelletier, on vient de l'entendre, 64% des Français auraient consommé des produits issus justement du circuit court au moins une fois par mois en 2020. C'est un mode de distribution qui semble séduire donc de plus en plus. Est-ce que c'est un ressenti que vous avez aussi ? Oui, bien sûr, c'est des choses que l'on prône, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de se déplacer le plus possible sur la région aussi, la région parisienne et notamment les Yvelines, pour essayer de promouvoir nos produits qui viennent de toute la France, puisque nous, on est une association de 150 producteurs, et donc on monte une douzaine de fois dans l'année sur Paris pour essayer de mettre en avant et à la fois nos produits, mais aussi nos régions, d'attirer les clients dans nos régions quand ils sont en vacances, essayer de boucler la boucle. Et donc, en général, ça se passe vraiment toujours très bien, parce que les gens sont vraiment très contents de retrouver à la fois nos exploitations pendant les vacances et les week-ends d'ailleurs. Et donc voilà, c'est la meilleure façon de promouvoir nos produits, c'est aussi d'attirer à une période les clients et chez nous, quoi. Donc Paris Fermier, c'est ça, c'est un marché un peu itinérant en Île-de-France, si je puis dire, de producteurs. C'est le concept même. Exactement. En fait, je vous disais tout à l'heure, on est 150 producteurs, on fait tout type de produits, mais par contre, on s'engage à être producteur fermier. Donc ça veut dire que quelque part, vous ne retrouverez pas de revendeurs, ce ne sont que des agriculteurs qui sont obligatoirement derrière leur stand avant leurs produits et à vous expliquer en fait comment on les transforme et comment on produit. Et l'objectif, c'est quoi? Donc, c'est de soutenir ces producteurs locaux, peut-être? Mais en fait, oui, effectivement, c'est soutenir et à la fois les producteurs locaux et les producteurs de toute la France, parce que sur les marchés, dans les Yvelines, vous ne trouverez pas beaucoup de vins d'Alsace. Donc, ce sont des gens qui se déplacent régulièrement sur les salons et qui font la promotion de leurs produits et de la vente, bien évidemment. Donc, notamment à la ferme de la Tremblay, on sera le week-end prochain, le week-end qui arrive, on sera à la ferme de la Tremblay et on pourra, les clients qui le désirent pourront acheter nos produits. Justement, on reviendra un peu sur les prochaines dates dans les Yvelines. Pourquoi c'est important pour vous et donc pour Paris Fermier, justement, d'avoir ce lien direct, cet échange sur place avec les producteurs et les consommateurs? C'est pour rassurer aussi le consommateur, c'est que on a l'avantage de produire. Donc ça veut dire que quelque part, nous on peut expliquer comment sont faits les produits et c'est issu de l'agriculture, alors biologique ou non biologique, mais en règle générale, de toute façon, ce ne sont que des producteurs. Voilà, sur d'autres salons, il y a d'autres vendeurs, mais nous, on est vraiment producteurs et ça permet d'avoir des échanges avec les clients
qui nous connaissent, qui viennent nous voir sur les fermes. Et donc, ça se passe vraiment toujours très, très bien. J'imagine que sur place, en tout cas sur les salons, les marchés, peut-être le nombre de stands est limité. Quels sont peut-être les critères qu'il faut avoir pour participer en tant que producteur? Alors, les critères, c'est que, en fait, il faut que les producteurs soient forcément inscrits à la mutualité sociale agricole parce que c'est dans le cahier des charges de notre association. Il faut forcément qu'ils soient derrière leur stand, donc ça, c'est une obligation. Et puis, après, honnêtement, je vais vous dire, la confiance des clients vis-à-vis de nous, c'est qu'en fait, on envoie des invitations régulièrement, on leur dit, bah voilà, on pourra se retrouver là, et on a une clientèle qui nous suit un petit peu partout, ce qui fait que, alors, on retrouve des nouveaux clients, mais en même temps, on a aussi une clientèle qui nous achète des produits régulièrement. Il y a des gens qui ne mangent que Paris Fermier, c'est-à-dire qu'ils font leurs courses une fois par mois, et ils viennent acheter nos produits en permanence. Et justement, au niveau des produits, donc on disait, on vend uniquement sur ces salons des produits fermiers. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler et donner des exemples sur ce que sont des produits fermiers, vous disiez, faits sur place par les producteurs? Alors, un produit fermier, en fait, alors, ce qu'on va tout retrouver sur nos marchés. Alors, il y a des marchés qui sont de plus petite taille, mais on essaie d'avoir un panel de produits le plus important possible. Ça, c'est vraiment très important. Mais par contre, un produit fermier, ça veut dire je ne transforme que ce que je produis. C'est-à-dire, je n'achète pas de produits à l'extérieur. Par exemple, moi, je suis fabricant de fromage de chèvre. Je ne transforme que mon lait. Je ne vais pas acheter de lait à l'extérieur pour vendre mes fromages. Donc, la dénomination fermière, en fait, c'est le fait de pouvoir dire, voilà, je ne transforme que mes produits et c'est tout. Eh bien, merci beaucoup Bruno Pelletier d'avoir été avec nous ce soir. Et je le rappelle, vous êtes toujours d'ailleurs le président de l'association Paris Fermier. Et donc on parlait des prochaines dates du salon Paris Fermier, notamment dans les Yvelines. Ils auront lieu à la ferme donc de la Tremblay, qu'on a vu tout à l'heure en reportage, les 17, 18 et 19 septembre. Les 8, 9 et 10 octobre, ce sera à la ferme de Galy. Et puis enfin, les 12, 13 et 14 novembre, ce sera à la Bergerie nationale de Rambouillet. Vous trouverez bien sûr plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Le campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence cherche à préserver les savoir-faire. Le bâtiment pilote de 850 m² ouvrira ses portes le 13 octobre prochain. Situé dans le pavillon de tête des grandes écuries du château de Versailles, il accueillera prochainement des apprenants dans ses premières salles de formation, de conférences, d'espaces d'exposition et de coworking. Le reportage de Céline Charles. Entre les murs des grandes écuries de Versailles, des lustres au design moderne viennent éclairer un parquet versaillais du XVIIIe. Ce bâtiment, construit par Jules Hardouin-Mansart, abritait l'école des Pages du Roi. Il est maintenant au cœur du projet ambitieux du campus d'excellence de Versailles. Il aura usage pour accueillir le campus d'excellence. Sur une partie, là, on vient d'aménager son pilote sur 850 m². Donc un campus d'excellence qui vient absorber 5 filières de formation. 5 filières de formation qui regroupent un large panel des métiers du patrimoine et de l'artisanat d'excellence, comme des tailleurs de pierre, des jardiniers, des sommeliers ou encore des pâtissiers. Le 13 octobre prochain, les premiers élèves feront leur rentrée. Ici, ouvriront quelques salles de formation, des espaces d'exposition, de conférences, des espaces d'orientation et puis des espaces de coworking pour les artisans qui souhaiteraient venir partager leur savoir-faire. Orienter les collégiens, accompagner les lycéens, former les étudiants, présenter des savoir-faire ou encore répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises, cette mise en commun de divers acteurs entend créer un réseau, un lieu et un label au service de ces métiers. L'ambition, c'est de donner un souffle nouveau au métier du patrimoine et de l'artisanat et d'aider à l'insertion des jeunes professionnels. Un campus qui est encore en construction et qui va s'étendre progressivement jusqu'en 2025. On va déployer ça sur les 2 ailes. Donc là, on est au sein du pavillon de tête de l'aile de Paris. On va projeter sur l'aile de Saint-Cloud. Ça va être un chantier assez gigantesque, puisqu'on va porter la restauration sur plus de 6000 m² de bâti. À terme, on ouvrira les 6000 m² du campus avec beaucoup plus d'ateliers de travail, des laboratoires de cuisine et puis des espaces surprenants. Et côté culture, c'est la rentrée pour la commanderie d'Elancourt. Ce week-end, le site a lancé sa saison culturelle avec sa journée Welcome.
Au programme de ces retrouvailles, spectacles dansants, jonglerie musicale ou encore DJ, le reportage de Grégory Canalé avec Antoine Durand. La commanderie d'Elancourt faisait sa rentrée ce samedi 11 septembre avec au programme un événement baptisé Welcome. Objectif, présenter la nouvelle saison culturelle au grand public. C'est la joie et on a pu constater du public qui est venu nous voir, tous membres de l'équipe, nous dire à quel point ils étaient heureux qu'on ouvre à nouveau les portes. La joie des artistes aussi, qu'ils soient plasticiens, danseurs, jongleurs qui sont présents avec nous aujourd'hui, comédiennes qui ont, comme nous, ce goût de réouvrir les saisons et de redémarrer. Cette rentrée était également attendue par les artistes présents. Danseurs, chanteurs et même comédiens, ils ont retrouvé ce jour-là la scène. Forcément, on est très heureux de jouer, de rencontrer les gens, de voir qu'il y a du monde et d'aller au contact du public, surtout là dans cette forme et de voir l'accueil très positif. Pour ce rendez-vous, le public a répondu présent avec plusieurs centaines de personnes ce samedi. Oui, ça fait plaisir forcément, surtout quand on est jeune, de pouvoir sortir, c'est agréable. Bon, même si là, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais c'est sympa. Ça se passe très bien, c'est très sympa, il y a beaucoup de monde, la musique est bonne, tout se passe bien. Prochain rendez-vous à la commanderie d'Elancourt, le week-end du 17 et 18 septembre pour les Journées du patrimoine. Et après 10 ans d'existence et plus de 120 groupes sur scène, les Vendredis du Rock de la ville de Versailles ont décidé de changer de nom. Ce samedi, c'est donc Versailles Live qui a accueilli 4 candidats pour une finale musicale en plein air. Les images de Patrick Jacques de Dixmude avec Antoine Durand. Après un concert de sélection au Palais des Congrès de Versailles en avril dernier, les 4 finalistes de cette édition du Versailles Live, Casareggio, Enoch, Télégraphe et Vernis Rouge, se sont retrouvés pour une finale musicale à l'ambiance détendue. J'espère que la soirée sera radieuse. On est un groupe d'amis depuis très longtemps. On adore faire de la musique et puis Versailles nous a permis de se faire ce très bel événement et on est super contents. On est super excités, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller et on voit surtout l'ambiance qui est incroyable et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu déjà autant de monde et en plus autant d'énergie. Ouvert à toutes les villes de France et à tous les styles musicaux, Versailles Live se présente comme un réel tremplin pour révéler et propulser ces jeunes groupes emplis d'espoir. Versailles Live sont nés des Vendredis du Rock, qui existent à Versailles depuis plusieurs années, qui en fait sont voulus pour être des tremplins pour des jeunes groupes de Versailles et d'ailleurs, pour émerger, donc à la fois proposer des concerts aux Versaillais et en même temps faire émerger des groupes jeunes. C'est cool qu'il y ait des villes qui se bougent un peu pour les artistes comme Versailles, donc c'est super. C'est toujours un tremplin de jouer devant du monde, de jouer devant des professionnels aussi, parce que le jury est constitué de professionnels de la musique. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur notre musique, sur notre prestation scénique pour avancer. À l'issue de la soirée, les votes du jury et du public se sont portés sur Casareggio, l'occasion pour le groupe d'obtenir un coup de pouce médiatique et une diffusion gratuite de leur musique. Le but, c'est que le gagnant, ensuite, gagne des partenariats avec justement nos partenaires qui vont leur permettre d'être publiés et d'être diffusés sur leur plateforme. On prépare des choses qui nous font plaisir et donc on est là pour avant tout faire de la musique, dire ce qu'on a envie de dire et puis si les gens adhèrent, tant mieux. Et s'ils adhèrent pas, au moins on est entre nous. Versailles Live a su attirer un grand nombre de personnes, un constat qui fait plaisir après un premier concert de sélection sans public. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous pourrez retrouver Michael Elmidoro à la présentation du 7-8 Sport. Et puis demain, Grégory Canalé vous présentera votre journal d'information locale. Très bonne soirée à tous sur TV78.